France. Depuis 2010, 946 cas de rougeole ont été rapportés au Québec. Grâce à la vaccination, on avait pourtant éliminé cette maladie en 1998. De récentes éclosions font craindre un retour des épidémies. Au Québec, moins de 75 % des enfants de 2 ans ont leur vaccination à jour. Nous sommes loin du 95 % exigé pour assurer l'immunisation collective. Et cela met à risque tous les enfants, vaccinés ou non. Le Nouveau-Brunswick et l'Ontario ont rendu obligatoire la vaccination des enfants. C'est même une condition pour rentrer à l'école. Au Québec, aucun projet de loi en vue. Près de la moitié des Québécois se méfient des connaissances scientifiques entourant les vaccins. Dans le reste du Canada, c'est seulement 29 %. Le mouvement anti-vaccin inquiète. Des médecins ont même reçu des menaces de mort. Pour plusieurs, la vaccination, c'est le seul moyen efficace de se protéger contre les maladies. Certains demandent au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour tous. D'autres sont réticents à voir le gouvernement brimer leurs libertés individuelles et revendiquent le libre choix face aux vaccins. Ces parents vaccinosceptiques doutent de l'efficacité réelle des vaccins et craignent des effets secondaires graves. De nombreux pays ont déjà légiféré sur la question. Au Québec, doit-on rendre obligatoire la vaccination de nos enfants? On est tous, sans exception, ce soir, ici, grâce au vaccin. J'ai un problème personnellement avec le fait qu'on dépeint toujours les parents qui choisissent de ne pas faire vacciner leur enfant comme des gens insouciants, comme des gens qui mettent la collectivité à risque. Si vous faites le mot vaccin dans le moteur de recherche, vous risquez de tomber davantage sur un site anti-vaccinaliste que sur un site vaccinaliste. Les cas où la vaccination a vraiment mal tourné, là, on parle... Moi, j'ai lu des trucs, des enfants qui sont restés handicapés, qui ont eu des choses terribles. Ils sont si nombreux que ça. La réponse, c'est non. On accuse des parents, par exemple, de ne pas faire vacciner les enfants. Alors, on sait très bien que les vaccins n'ont pas 100 % d'efficacité. Moi, j'ai pas eu la chance, il y a 21 ans, d'avoir la possibilité de faire vacciner mon fils parce que le vaccin n'existait pas. Ma vie, celle de mon propre enfant, aurait été différente. Il aurait été au cégep comme vous autres. Bonsoir et bienvenue à Zone Franche. Ce soir, nous parlons de vaccination. C'est bien sûr un enjeu majeur de santé publique avec les récentes éclosions de rougeole, mais c'est également un débat de société qui polarise de plus en plus, avec d'un côté des gens qui considèrent qu'on ne devrait pas rendre la vaccination obligatoire et de l'autre des gens qui considèrent qu'en termes de santé publique, les citoyens ne devraient pas avoir le droit de choisir. Alors justement, ce soir, on va se demander, est-ce que le Québec devrait suivre l'exemple du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario et obliger la vaccination de nos enfants? Alors justement, dans un premier temps, on va essayer de voir, est-ce que la santé collective, la santé publique, celle de tout le monde, devrait primer sur le choix individuel? Je sais que Geneviève Peterson s'est intéressée à la chose, d'abord comme mère de 3 enfants. Tu as déjà aussi frayé avec des gens qui n'étaient pas trop pro-vaccin. Où es-tu là-dessus? Mais j'ai déjà été anti-vaccin, en fait, férocement. Ma fille de 12 ans, ça a pris comme 4 ans avant que je la fasse vacciner parce que, comme toute bonne mère de famille, tout bon papa aussi, là, tu vas sur des forums de discussion, tu essaies de documenter, puis là, tu commences à lire des choses. Puis moi, je suis une boulimique d'informations, donc évidemment, je commence à lire des livres écrits par des médecins, des livres écrits par des infirmières. Puis je suis comme, oh, attends un peu, là, le calendrier de vaccination québécois. Je fais ça beaucoup en même temps. Je m'étais pas dit, je ne ferai jamais vacciner mon enfant, mais je questionnais beaucoup le calendrier de vaccination. Et à un moment donné, bien, force est d'admettre que les vaccins protègent ton enfant et si tu le fais pas, t'exposes aussi la population. Il y a une responsabilité là-dedans que je n'étais pas prête à assumer, donc j'ai décidé de la faire vacciner. À cause d'une discussion que j'ai eue avec une infirmière, en fait, qui m'a expliqué le pourquoi du comment de ce calendrier-là. Il y a des chiffres intéressants parce qu'on sait qu'il y a certains pays qui obligent déjà la vaccination. On pense, entre autres, à la France, à l'Australie, aux États-Unis, à la Belgique. Par exemple, chez nous, on sait qu'au Québec, on a posé la question, on vous a posé la question, et 54 % des Québécois disent qu'ils sont pour l'obligation de vaccination. Vous êtes justement ancienne infirmière. Marie-Ève, vous en pensez quoi? Bien, moi, c'est sûr qu'on est pro-vaccin. On étudie là-dedans et on finit par avoir une expertise dans notre champ de travail. Donc, on voit un paquet de cas circuler. On est la personne cible qui les reçoit en principe. Et surtout que votre histoire, à vous, Marie-Ève, est assez
touchante et émouvante. Peut-être nous expliquer un peu... Bien, j'ai un garçon de 21 ans qui va avoir 21 ans bientôt. Et en 99, mon fils a eu une méningite à méningocoque B. Et il n'existait pas de vaccin pour la méningite à méningocoque B. Et mon fils, qui était totalement petit garçon normal à sa naissance, est finalement sorti d'une méningite avec quadramputation aux 4 membres ainsi que déficience intellectuelle majeure. Fait que c'est notre histoire. Fait que c'est sûr que la vaccination, c'est mon combat. Ça fait 21 ans là, que je suis là-dedans. Là. Docteur Karl Weiss, le statu quo actuel, là, le gouvernement n'oblige pas les gens à se vacciner. Est-ce que ça menace la santé des Québécois? Bien, je ne dirais pas que ça menace la santé des Québécois, mais il faut remettre en perspective l'histoire de la vaccination. On est tous, sans exception, ce soir ici, grâce aux vaccins. Sans les vaccins, vous savez que la mortalité au Québec, en 1900, était d'environ 50 %. Il y a 50 % des gens qui naissaient qui allaient arriver à l'âge de 18 ans. L'espérance de vie était de 45 ans, et donc les maladies infantiles tuaient beaucoup de gens. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que nos parents, nos grands-parents ont été vaccinés, parce qu'on a réduit l'incidence de ces maladies infectieuses dans la communauté. Oui, je suis d'accord avec le Dr Weiss. Je pense que les vaccins, il y a certains vaccins, on s'entend que ce sont des vaccins intéressants. Il est faux de dire que les vaccins sont, la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Les vaccins, on les invente pour contrer des épidémies. Donc, ils n'arrivent pas avant l'épidémie, ils arrivent après l'épidémie. Et l'histoire des vaccins est assez claire là-dessus, c'est qu'on a des raisons principales qui ont fait qu'on a pu éliminer certaines maladies. Ces raisons-là tiennent plus de la santé publique, de la nutrition, des installations sanitaires, etc. Docteur Yves Robert, non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous êtes du côté... Normalement, vous devriez être d'accord, et je vous vois dire non depuis tantôt. Non, parce que je suis pour la vaccination, et ce que je veux pas, c'est justement favoriser les antivaccinalistes avec des lois qui permettraient justement de les regrouper et de s'opposer à la vaccination. Quand on dit, par exemple, que l'amélioration des conditions de vie ont permis de faire réduire les maladies infectieuses, je peux vous dire clairement, avec la vaccination contre l'hépatite B, avec la vaccination contre l'hémophilus, avec la vaccination contre le méningocoque, il y a un avant et un après, et c'est arrivé en dedans de quelques années seulement. Donc, c'est pas vrai que l'augmentation ou l'amélioration des conditions de vie ont fait disparaître ces maladies infectieuses de façon ciblée, si je peux dire, parce qu'on peut le mesurer. Mais au début des années 90, peut-être que quelques-uns d'entre vous étaient là à ce moment-là, il y a eu une épidémie de méningite à méningocoque de type C, pour lequel les personnes mouraient en dedans de 24 heures, des jeunes enfants, ou avaient des séquelles importantes, avec des amputations. Ça a été le cas de Marie-Ève, de l'enfant de Marie-Ève. Et donc, avec la vaccination contre le méningocoque de type C, en dedans de quelques semaines, c'est disparu. Mais il est arrivé la même chose aussi. Il est arrivé la même chose dans les années où, 2014, si je ne m'abuse, où il y avait eu des cas à Québec et ça s'est pratiquement disparu en 2-3 semaines. Là. Exact. Mais Marie-Ève, est-ce que vous dites dans votre cas personnel, maudit que j'aurais aimé avoir ce vaccin-là? Bien, moi, il n'existait pas. Il n'existait pas il y a 40 ans, le vaccin, parce qu'il y a quand même une recherche. Tu sais, je comprends être pour ou contre ou tout ça, mais tu sais, je veux dire, puis je comprends l'opinion des gens, mais quand on a le choix, puis moi, je l'ai toujours dit, puis tu sais, j'enseigne je vois souvent des jeunes, puis tout ça, tu sais, puis je trouve ça difficile à admettre, mais moi, j'ai pas eu la chance il y a 21 ans, d'avoir la possibilité de faire vacciner mon fils parce que le vaccin n'existait pas. Il y a 40 ans de recherche, je parle spécifiquement pour le vaccin qui concerne la maladie de mon fils, je ne parle pas pour les autres. Mais si il y a 21 ans de ça, j'aurais pu bénéficier de ce vaccin-là, parce qu'on va se le dire, c'est comme un cadeau qui nous est un peu donné dans un sens. Pour moi, en tout cas, la vaccination, ma vie aurait été vraiment... celle de mon propre enfant aurait été différente. Il aurait été au cégep comme vous autres. Et il y en a encore des cas de jeunes. Il y a une jeune fille qui est décédée au printemps. Là. Et il est même pas... méningocoque de type B, comme ça, mais il n'y en a pas. Puis il n'est pas encore au vaccin. Mais c'est ça la question qu'on se pose dans ce premier bloc. On essaie de voir, est-ce qu'on doit vacciner le plus grand nombre? C'est ça la question. Chantal, on ne vous a pas encore entendu là-dessus. Je pense que l'idée, ce n'est pas de remettre en cause tous les vaccins. Je
pense que personne qui a fait un peu de recherche qui remet en cause tous les vaccins. On parle ici de l'obligation de se faire vacciner quand la science nous fournit peut-être pas toute l'information dont on a besoin. Je suis absolument pas d'accord, effectivement, avec le fait que c'est les vaccins qui ont fait qu'on soit présent ici. Et effectivement, il y a certains cas de vaccins qui ont été très salutaires pour l'évolution de l'espèce, mais on n'a pas nommé, par exemple, le vaccin de la rougeole, dont il est tellement question. On sait que le taux de cas avait déjà diminué de 95 en 1967. Oui, mais il n'y en a pas d'entretien de vaccin. Est-ce que je peux juste terminer mon argument? Donc, on a introduit le vaccin en 1969. Donc, ces cas-là, on ne les mentionne pas. On mentionne évidemment ceux qui font l'affaire. Et c'est toujours ça le problème aussi, c'est que on dépeint nécessairement les gens qui ont une hésitation vaccinale comme étant des gens qui n'ont pas fait de recherche, comme étant des gens qui n'ont aucune information. Vous mentionniez tout à l'heure le 54 des Québécois qui se disent en faveur de la vaccination, mais sur quelle base? Sur des grands titres qu'ils lisent dans les journaux, des trucs extrapolés. Tu sais, si on passe d'un cas à 4 cas, on a une augmentation de 400 on a encore juste 4 cas. Puis c'est une drôle de statistique parce que c'est presque la moitié des gens, mais ça veut dire que l'autre moitié est peut-être contre. Oui, donc, oui, quand même, l'Organisation mondiale... Mais moi, je pense que c'est quand même important de souligner, vous avez parlé de la rougeole. Vous savez, dans les années 60, la rougeole tuait des millions, je dis bien des millions, voire des dizaines de millions d'enfants sur la planète. Avec une arrivée d'une vaccination massive à l'échelle planétaire, la maladie a quasiment disparu. Et c'est pas parce qu'on leur a donné plus de vitamine A que forcément ça allait beaucoup mieux. Donc le vaccin a eu un rôle extrêmement important, sinon essentiel. La preuve, c'est que dès que vous arrêtez de vacciner dans une population, il y a immédiatement une résurgence de la rougeole, qui est une maladie infectieuse extrêmement contagieuse. L'Organisation mondiale de la santé, l'année passée, déclarait que la peur des vaccins était rendue une menace pour la santé publique mondiale. Il y a des groupes anti-vaccins qui ont acheté des billboards à Toronto, je veux dire. Zone franche. Zone franche. Au Québec, on l'a vu, vous l'avez peut-être vu aussi, on assiste à une recrudescence des cas de rougeole au Québec alors qu'on pensait que la maladie avait été éradiquée. Là, évidemment, ça a choqué beaucoup de parents au Québec dont les enfants peuvent être un peu plus fragilisés et ces parents-là disent, bien, faites donc vacciner vos enfants pour protéger les miens. C'est le cas d'ailleurs de la personne qui va venir témoigner avec Raed au centre de la zone. Cette maman va nous dire pourquoi elle est fâchée de voir qu'il y a autant de doutes par rapport à la vaccination. Mélanie, cet été, vous avez publié un texte sur le blog Parfaite Maman Cinglante, un texte dans lequel vous suppliez les parents québécois de faire vacciner leur enfant. Supplier, ce n'est pas un mot anodin, c'est un mot fort. Pourquoi les suppliez-vous à ce point? Au fait, j'ai une situation particulière. Ma fille, c'est un enfant qui est immunosupprimé, donc elle a une neutropénie. On est toujours dans le processus de découverte à savoir qu'est-ce qui a causé ça, parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais par contre, étant donné qu'elle est immunosupprimée, ça la met à risque. Donc, pour moi, tous les enfants qui ne sont pas vaccinés, qui fréquentent de près ou de loin ma fille, que ce soit en contact direct ou par l'intermédiaire de d'autres enfants, frères et sœurs, ça met sa vie en danger. Donc, Mais la condition qu'elle a, parce que ceux qui ont des enfants, ils savent, chaque jour, il y a des maux de ventre, il y a de la fièvre, il y a des petits bobos, des petites égratignures. Je veux dire, c'est bénin, c'est normal dans toutes les familles. Dans votre vie, à vous, qu'est-ce que ça change une blessure, une petite ouverture sur la peau de votre fille, par exemple? Pour mettre ça simple, pour que les gens puissent comprendre, je sais que la première année en garderie, c'est difficile pour tous les parents. Et ils font de la fièvre, ils sont malades, ils bâtissent leur immunité. Moi, ma fille, elle n'en a pas. Donc, elle ne fabrique pas de globules blancs. Ce qui devient dangereux, c'est que ma fille, si elle se fait une petite coupure, sans intervention médicale, elle pourrait s'infecter jusqu'à la mort. Donc, moi, j'appelle ça un death par paper cut. C'est extrêmement dangereux. Donc, pour elle, une varicelle, c'est catastrophique parce que c'est plein d'entrées, plein de petites portes d'entrée pour des bactéries sur son corps. Mais justement, cet été, tu publies ce texte sur ce blog-là. Ça vient... En fait, il y a eu une impulsion qui est venue d'un cas dans la garderie de ta fille. Que s'est-il passé? Oui, au fait, ma fille a commencé la garderie presque comme tous les enfants, le suivant ses 1 an. Et puis, peu de temps après, je me suis présentée à la garderie un matin, je venais de recommencer le travail. Ça, c'est suite à une année avec beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de visites chez le médecin. On a été lourdement affectés. Et un bon matin, je me présente et l'éducatrice de ma fille m'attend à l'extérieur de la garderie pour me dire de ne pas franchir la porte, de ne pas venir à l'intérieur. Elle me dit, on a un cas probable de rougeole dans la garderie présentement. Une maman a déposé son enfant.
Et on constate qu'il a probablement une rougeole, donc on a appelé pour qu'il vienne le chercher. On va demander à ce que les parents aillent chez le médecin, mais on ne sait pas si d'autres enfants l'ont attrapé. Ça occasionne quoi chez toi? Une panique. C'est simple. C'était comme un mur que j'ai frappé ce matin-là parce que j'ai réalisé à quel point ça pouvait nous arriver à nous. Tu sais, on pense toujours que ces choses-là qu'on voit à la télé, c'est un cas isolé. Ça ne se passe pas dans notre quartier, ça ne nous affectera pas. Mais ce matin-là, j'ai eu un espèce de sentiment, un poids dans mon ventre où je me suis dit, d'un coup, qu'elle a joué avec cet enfant-là. Ça a dû, je sais pas, moi, ça me mettrait en colère face aux autres parents. Je veux dire, est-ce que tu t'es senti dépendant vis-à-vis de eux? Est-ce que tu t'es senti puni par eux, par leur négligence? Je me suis sentie insécure. J'ai senti que la survie de ma fille puis son bien-être, ça dépend pas que de moi. Je peux tout faire pour la protéger, mais si quelqu'un ne prend pas la peine de vacciner son enfant et l'expose à la mienne qui n'a pas ce privilège-là de pouvoir recevoir le vaccin. Et donc, je suis à la merci de la vigilance des gens qui l'entourent. Puis ça, c'est difficile pour un parent de ne pas contrôler, de ne pas pouvoir assurer la sécurité de son enfant. C'est intimidant, c'est peurant, c'est frustrant. J'ai eu le goût d'attendre dans la voiture, voir c'était qui le parent qui allait venir chercher son enfant puis le rembarquer dans l'auto. Tu sais, secrètement, j'aurais voulu aller les confronter puis leur dire, savez-vous ce que vous faites? Savez-vous comment c'est dangereux? Tu sais, mon enfant pourrait en mourir parce que vous avez peur qu'un infime pourcentage de chance, il arrive une douleur, une fièvre, un inconfort temporaire. C'est quelque chose qui... Je trouve ça un petit peu sidérant parce que quand on compare si on vaccine nos enfants, à comparer si on ne les vaccine pas, on protège un plus grand nombre de gens en le faisant que les gens qu'on expose à un risque. Écoute, Mélanie, merci beaucoup pour ce témoignage et bonne santé à ta fille. Merci beaucoup. Le témoignage de Mélanie est assez éloquent, puis on peut facilement se mettre à sa place. Chantal, Anne Dumas, j'ai envie de vous demander, comme naturopathe agréée, mais aussi mère de famille, Oui. vous n'avez pas fait vacciner votre Oui. fils. Aujourd'hui, il est plus grand. Quand vous écoutez Mélanie, est-ce que vous comprenez sa position, Absolument. son appel à l'obligation de la vaccination? Absolument. Et c'est sûr que dans son cas, c'est différent parce qu'elle n'a pas cette option de faire vacciner ou de ne pas faire vacciner. J'ai beaucoup de compassion comme mère pour une mère qui vit ce genre de problématique, comme dans votre cas aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des enfants qui ont été blessés par la vaccination. Il y a donc des parents aussi dans l'autre camp. Et j'ai un problème personnellement avec le fait qu'on dépeint toujours les parents qui choisissent de ne pas faire vacciner leur enfant comme des gens insouciants, comme des gens qui mettent la collectivité à risque. Donc, c'est ça que je trouve toujours un peu embêtant, c'est qu'on lance des grandes affirmations sans vraiment faire la part des choses et sans nous permettre, à nous qui avons fait des choix différents, d'exposer notre point de vue. Donc, en passant, je suis extrêmement... j'ai beaucoup de gratitude d'avoir la chance de parler pour les parents et pour les naturopathes, où souvent on se fait accuser de toutes sortes de choses. Et en fait, il n'y a personne qui dit on ne veut pas de vaccin de manière systématique, mais on ne veut pas que le gouvernement nous force et on veut avoir le choix de choisir nos vaccins. On veut avoir la science qui va supporter nos choix aussi, donc de pouvoir faire des choix libres et éclairés, qui est un principe éthique. Donc, c'est ça qu'on remet en question. Chantal, Anne, pardon, Oui. vous évoquez la méfiance et on va maintenant s'intéresser Absolument. à ça parce que selon un sondage Angus Reid qui a été réalisé en 2019, il y a une majorité, en fait, les Québécois sont plus nombreux à avoir un certain doute vis-à-vis des vaccins que le reste of Canada, comme on le dit souvent. Donc, selon ce sondage, c'est 48% des Québécois qui sont méfiants envers les vaccins. Ça, c'est presque une personne sur deux. Dans le reste du Canada, c'est 29%. Alors moi, je veux bien qu'on parle de la distinction de cette province vis-à-vis du reste du Canada, mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on est plus méfiant qu'ailleurs sur cette question-là? Peut-être que les programmes de promotion de la vaccination ne sont pas suffisants pour donner d'informations claires à cet effet. Ce serait moins au Québec que dans les autres provinces? Écoutez, une des choses qui est importante, qui est à la base de la motivation des parents à faire vacciner leurs enfants, c'est l'information. On a la chance au Québec d'avoir un comité d'experts qui fait un regard critique sur les vaccins qui sont rendus disponibles, qu'on appelle le Comité sur l'immunisation du Québec, qui existe depuis 30 ans maintenant, et qui, de façon indépendante, voit effectivement à l'importance de ça et a inclus dans le protocole d'immunisation du Québec, pour chacun des vaccins,
à fournir de l'information de base et qui est nécessaire pour qu'un parent puisse faire un consentement libre et éclairé. Cette information-là est disponible même sur le site Web du ministère de la Santé et il doit donner cette information-là et je pense qu'on doit profiter de chaque occasion pour faire cette promotion. Mais, docteur, comment vous réagissez quand vous apprenez, moi en tout cas ça m'étonne toujours, mais il y a vraiment des anti-vaccins qui se font de plus en plus entendre. On parle de 2% de la population, donc c'est quand même minime. Mais est-ce que c'est faux de croire qu'ils sont plus nombreux qu'avant ou est-ce que c'est Internet qui fait qu'on les entend plus? Probablement un des deux. Les deux éléments y contribuent. D'ailleurs, si vous faites le mot vaccin dans le moteur de recherche, vous risquez de tomber davantage sur un site antivaccinaliste que sur un site vaccinaliste. Mais oui, parce qu'Internet, c'est le lieu parfait pour la radicalisation. Tous les groupes de radicalisation ont trouvé dans Facebook, plus Facebook qu'Instagram, mais dans Internet, un lieu parfait pour se parler. Les forums, j'évoquais les forums de parents tantôt au début. Moi, c'est là au début où j'ai eu peur, où j'ai lu des témoignages qui m'ont fait peur. Et ça me fait capoter quand j'entends des témoignages comme ça. Puis je la comprends, la méfiance, parce que quand on est parent, on veut le meilleur pour son enfant, mais les cas où la vaccination a vraiment mal tourné, là, on parle... Moi, j'ai lu des trucs, des enfants qui sont restés handicapés, qui ont eu des choses terribles. Est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? La réponse, c'est non. Les avantages de faire vacciner son enfant dépassent largement les inconvénients. C'est quand même capoté. L'Organisation mondiale de la santé, l'année passée, déclarait que la peur des vaccins était rendue une menace pour la santé publique mondiale. Il y a des groupes anti-vaccins qui ont acheté des billboards à Toronto, je veux dire. Mais là, il faut penser aussi que l'Organisation mondiale de la santé est très fortement subventionnée par l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, on va arrêter de se mettre la main dans le sable. Là. On lâche les compagnies pharmaceutiques. On ne les lâche pas parce que les compagnies pharmaceutiques sont importantes pour multiplier des discours qui sont des discours d'hystérie vaccinale. Et on a des choses, par exemple, on parle je reviens un petit peu sur le sujet tout à l'heure, mais il reste qu'on accuse des parents, par exemple, de ne pas faire vacciner les enfants. Alors, on sait très bien que les vaccins n'ont pas 100 d'efficacité. C'est pas moi qui le dis, c'est les compagnies pharmaceutiques. Et donc, on sait déjà qu'il n'y a pas 100 d'efficacité. On sait qu'il y a à peu près 10 des gens qui ne répondent pas bien aux vaccins. On sait aussi qu'il y a à peu près 6 semaines, dépendamment des vaccins, d'excrétion vaccinale qui fait qu'après la vaccination, on a 6 semaines lorsqu'on est injecté avec un virus vivant où on a une possibilité de communiquer ça à d'autres personnes. On a des enfants qui sont immunosupprimés et qui sont dans les écoles. Alors, dans une situation comme celle-là, de trouver, mais qui est la personne responsable de faire véhiculer les virus et que mon enfant a attrapé ci ou ça, ça devient extrêmement compliqué. Parce que les vaccins ne sont pas efficaces à 100 pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Mais là, je m'excuse parce qu'en médecine, là, tout est comme ça. Quand vous faites une intervention médicale, est-ce que les avantages l'emportent sur les inconvénients? C'est toujours comme ça. Quand on vous prescrit un médicament, c'est toujours comme ça. Tout à fait. La majorité des vaccins sont très efficaces. Souvent, on oublie que le monde de la médecine, le monde vaccinal, le monde des médicaments, et c'est souvent un des mondes qui est le plus surveillé. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des études cliniques, et des fois on se trompe, on revient en arrière, etc., mais il y a une surveillance qui est importante. Mais il y a toujours un danger. Mais les effets bénéfiques communautaire de la vaccination l'emporte de très loin sur les effets secondaires potentiels. Vous avez été payé par Merck et Sanofi et GSK et Bristol Myers Squibb, tout à fait comme Geneviève, c'est quand même une accusation un peu grave. C'est une accusation très grave. Non, mais il faudrait juste que Carl Weiss... On parle du doute que les gens, les parents, les citoyens ont par rapport à la vaccination de leurs enfants. Puis moi, comme mère, puis on est plusieurs ici, parents, je l'ai demandé aux médecins de famille. J'ai dit, au pédiatre, on demande aux médecins, est-ce qu'on doit faire vacciner nos enfants? Et sincèrement, c'est étonnant. J'ai fait l'exercice encore dernièrement, en vue de l'émission. Et la réponse, c'est comme vous voulez. Fait que là, comment ça se fait qu'on n'est pas plus directif? Là? J'ai deux spécialistes. On a quand même une responsabilité comme parents d'aller chercher de l'information. On est sorti de l'ère. Oui, mais tu l'apprends où, Geneviève? Il y en a qui vont sur Internet, il y en a qui vont sur le... Je suis tout à fait en désaccord. J'ai supervisé une étudiante qui a fait son doctorat sur la question et qui a interviewé donc des infirmières et des médecins. Et au contraire de ce que vous venez de dénoncer, ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est qu'au Québec, il y avait une omerta au sujet des vaccins et que les infirmières et certains médecins qui sont liés, surtout en santé publique, qui sont dans les domaines de la vaccination, font face à cette omerta. Mais qu'est-ce qu'ils disent en privé? Qu'est-ce qu'ils disent en privé qu'on ne dit pas en public, par exemple? Voilà. Mais ce qu'ils disent en privé, c'est entre autres les problèmes d'accidents suite aux vaccins, des blessures causées par les vaccins.
les infirmières les voient de façon quotidienne, elles ne peuvent jamais en parler. Mais c'est quoi ces Mais c'est quoi Les ces médecins blessures? ne peuvent jamais en parler. Non, mais Ensuite, il faut que vous disiez c'est quoi les blessures, parce que si vous dites que j'ai mal après être vacciné, non, ou c'est j'ai un pas peu de ça dont fièvre, je parle. alors Mais je parle des enfants qui ont des accidents auto-immunes, qui ont toutes sortes de Mais précisez, statistiquement, ça représente parce que combien ça, d'enfants? habituellement, c'est bien répertorié. Si je peux terminer, donc, l'étude, ce qu'elle dit clairement, c'est qu'il y a une omerta, qu'on a même moi, j'essaie d'en parler là, puis on m'interrompt. Non, chacun aura le droit de parole. Allez-y, finissez votre idée, mais laissez les autres après répondre. On va laisser Geneviève aller jusqu'au bout de son idée. Alors, l'autre chose, donc, qui n'est pas discutée publiquement, ce sont les quotas. Alors, elles nous disent qu'on les oblige à vacciner, de faire le petit speech là, aux parents pour s'assurer que les enfants seront vaccinés et que s'ils ne s'en tiennent pas au quota, il y a des conséquences professionnelles. Et ça, c'est des choses qu'on a trouvées dans l'étude. On a entendu votre point de vue, Geneviève. On va aller vers Carl. Carl, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que c'est important d'essayer de bien définir ce que les gens disent les blessures, ce que vous appelez les blessures, les maladies auto-immunes. Lorsqu'on tombe dans quelque chose en médecine qui devient une zone très grise et qui n'est pas bien documentée, à ce moment-là, écoutez, on peut dire tout et n'importe quoi. Il arrive qu'il y a eu des vaccins, puis c'est clair, il y a des vaccins, par exemple, il y a eu un vaccin contre le rotavirus à un moment donné qui a apporté des problèmes. Et c'est clair que des fois, comme des fois il y a des médicaments qui sont retirés du marché, il y a des vaccins qui sont retirés du marché, comme il y a des autos qu'on retire du marché, comme vous voyez, il y a même des avions qu'on retire du marché. Donc ce que ça veut dire que des fois, lorsque vous avez un problème, on va le trouver. On va s'en apercevoir à force justement de faire des rapports. C'est la façon de réseau de surveillance. Geneviève évoque quelque chose quand même qui est présent dans la population, c'est une méfiance qui est grandissante. Et Geneviève Peterson nous disait tantôt, la peur pour un parent, c'est peut-être le plus grand frein à trouver la vérité. Justement, c'est moi où il y a eu l'histoire de l'autisme et du vaccin Aurore en 1998, puis il y a eu ensuite aussi la grippe. Oui, ils se sont rétractés 12 000 fois. Super. Mais il y a aussi eu la grippe H1N1. Oui, mais était-ce nécessaire de se vacciner tel qu'on nous le disait, puisque en Europe, certains ministères de la Santé ont dû s'excuser par la suite quand même. Écoutez, moi, je peux vous dire que je l'ai vécu, cette grippe-là, puis j'ai été dans les tranchées. J'en ai vu des centaines des patients qui ont été atteints et malades. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu une femme enceinte mourir. Alors, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a eu plein de gens qui ont été vaccinés et que je n'ai pas vus. Et il y a plein de gens qui avaient des maladies cardiaques, pulmonaires, chez qui ça a fonctionné. Le vaccin contre la grippe, on peut en discuter longtemps, ce n'est pas un vaccin extraordinaire, on en convient, je suis le premier à le dire. Mais celui-là, c'était un vaccin pandémique et qui avait une efficacité bien meilleure que la majorité. Et le fait d'avoir vacciné un paquet de gens qui avaient des problèmes de santé sous-jacents, ça a évité beaucoup de complications. Est-ce que ça a évité toutes les complications? Non, mais ça en a évité beaucoup. Donc l'hypothèse, c'est qu'il faut comprendre les avantages et les inconvénients. De façon populationnelle, les vaccins sont nettement plus avantageux. Mais je vous ramène quelques problèmes à l'occasion. Je vous ramène à la question de base qui est est-ce qu'on doit rendre cette vaccination obligatoire? Ça veut dire que quelqu'un qui refuserait de se faire vacciner, on lui met une amende, on le met en prison, on coche un point. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obliger justement les gens à vacciner s'ils n'ont pas confiance eux-mêmes à l'information qu'ils ont? C'est politique, vous dites? C'est politique. Ça veut dire? Ça veut dire que si les hauts dirigeants du gouvernement décideraient... C'est comme la laïcité, hein? Fait que, tu sais, la loi passée, devrait faire la même affaire. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils trouvent une zone grise, mettons, là. Sauf que moi, personnellement, je l'ai dit en début d'émission, peu importe le vaccin, je ne me rentrerai pas n'importe quoi dans le corps. Mais c'est ça, parce que vous êtes pour la vaccination obligatoire, mais pas dans le cas, par exemple, de certains vaccins. Ce n'est pas tous les vaccins. Moi, personnellement, ça serait celui de la grippe parce qu'il y a quand même un cycle. Mais à part ça... c'est à peu près le seul que je dirais non. Là, mais une chose importante à rappeler, c'est que chaque programme de vaccination a des objectifs particuliers. Par exemple, la vaccination contre la coqueluche, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer la coqueluche, c'est d'enlever la mortalité qui survient avant l'âge d'1 an et qui est associée à ça. Pour l'influenza, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer l'influenza, c'est de faire en sorte que les gens qui sont à risque n'aient pas les complications de l'influenza. C'est ça qui est l'objectif. Donc, si on est capable de comprendre pour chacune des maladies quel est l'objectif principal, c'est ça qui est important. Mais ça va donner quoi si on le comprend pour chacune des maladies, mais qu'on est forcé de prendre des vaccins qui contiennent 5-6 souches? On n'a pas l'option d'avoir des vaccins monovalents. Moi, il y a quelques chiffres qui me dérangent un petit peu, sur lesquels j'aimerais revenir. Il y a des affirmations aussi qui ont été faites. Quand vous mentionnez que l'information est fournie avec les vaccins, je veux bien, on s'entend là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude qui nous démontre justement
le facteur synergique de ces vaccins-là. Quand on étudie, par exemple, la quantité de mercure ou d'aluminium présent dans un vaccin, on ne le fait pas sur le total. Et on ne regarde pas non plus les individualités biochimiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à des facteurs environnementaux, face au risque de maladie. Et à date, il n'y a aucun screening, aucune recherche qui est faite avant les vaccinations. Donc, c'est quand même, ça reste quand même un risque. Entre autres, pour le facteur que vous parlez, le thymérosal, le mercuriel, qui est là comme un préservateur. Je ne veux pas rentrer dans le vaccin. un en particulier. Je parle du Il y a fait qu'on a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Toujours dans des cas isolés et pas nécessairement dans des populations plus vulnérables. Et moi, c'est là où j'ai un problème aussi, c'est de dire, est-ce qu'on peut traiter tout le monde de manière égale face à une loi quand les gens n'arrivent pas équipés face à un vaccin de manière égale et qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas valider qui sont ces personnes-là qui sont plus à risque? Souvent, l'argument des anti-vaccins, c'est d'amener le mercure. Moi, je vous dis qu'en mangeant du sushi, vous avez probablement plus de mercure dans votre poisson que dans le vaccin que vous allez recevoir. Je suis absolument d'accord avec vous. De façon pratique, absolument, mais j'ai le choix de manger le sushi ou de ne pas le manger. Tout à fait. Mais alors, encore là, je ne débat pas le mercure en tant que tel. Je mentionne seulement le fait qu'on n'a pas les études qui nous parlent de l'effet combiné de ces ingrédients-là. Le Dr Weiss parle d'études. Et moi, je vais mettre mon chapeau de sociologue de la santé parce que j'en ai vu, j'ai fait des recensions des écrits là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est que les compagnies pharmaceutiques sont très puissantes et très riches. Et elles réussissent effectivement à donner beaucoup de sous à M. Weiss et à d'autres personnes qui sont en conflit d'intérêts ce soir. Mais là, je m'excuse, vous me dites que je suis en conflit d'intérêts avec les compagnies pharmaceutiques? Non, vous êtes en conflit d'intérêts parce que vous êtes payé par les compagnies pharmaceutiques pour les études que vous faites et ça, vous devriez le déclarer d'emblée. On le déclare? Alors, moi, je suis chercheur indépendante. Mais on le déclare? Et puis, vous ne l'avez pas déclaré, là? Ben, on le déclare. Je vous dirais, moi, je fais des études cliniques. Mais vous ne l'avez pas déclaré ce soir, et c'est important. Si on parle à la population, moi, j'ai fait des études il faudrait cliniques, déclarer. Mais j'ai fait des études cliniques avec des compagnies pharmaceutiques. Voilà, vous avez été payé par Merck et Sanofi et GSK et Bristol Myers Squibb, etc. Geneviève, c'est quand même une accusation un peu grave. C'est une accusation très grave. Non, mais il faudrait juste que Carl Weiss puisse s'expliquer là-dessus, donc allez-y. Moi, vous savez, quand on fait des études, il y a des règles extrêmement précises sur la façon dont on fait les études. Il y a des comités d'éthique. Je suis passé par des comités d'éthique. Ce sont des études qui sont multicentriques à l'échelle internationale. On a fait des études où on a, avec les gens sont payés, les infirmières, les centres de recherche, etc. Souvent, il y a des études qui sont des études qu'on appelle avec une tierce partie. Donc, c'est géré par une tierce partie. Donc, quand on fait de la recherche clinique, n'importe qui en médecine, dans n'importe quel domaine, on a des contacts avec des compagnies pharmaceutiques, mais je peux vous dire que j'ai signé des contrats avec des compagnies pharmaceutiques en disant, avant de faire l'étude, est-ce qu'il y avait des gens dans ma famille qui avaient des actions des compagnies pharmaceutiques? Est-ce que? Alors, tout à fait. Alors, vous accusez facilement les gens de dire, vous faites des études avec... C'est là où vous dites, ce vaccin-là n'était pas nécessaire de façon premièrement, globale. c'est qu'il n'y avait aucune urgence au Québec pour avoir ce vaccin. Zone franche. Zone franche. Dans le cas du vaccin Gardasil en particulier, je me tourne vers vous, Geneviève Rel, parce que vous avez fait l'étude de ce vaccin. Vous avez même suggéré fortement qu'il y ait un moratoire. Ça vous a occasionné beaucoup de problèmes d'ailleurs. Pourquoi vous dites que le Gardasil n'aurait jamais dû faire l'objet d'une campagne globale de vaccination? Parce que je vous rappelle que les petites filles, à partir de l'âge de 9 ans, ont dû être vaccinées depuis plusieurs années. Ensuite, ça a été jusqu'aux garçons. 3 doses, en théorie, là, pour que ça soit efficace, au coût de 400 $. Et vous dites, on n'avait pas besoin de ça. La réponse la plus simple, c'est que l'efficacité n'est pas là. Donc, les conclusions de la compagnie pharmaceutique Merck, qui fabriquait le Gardasil, arrivent avec une efficacité de 17 dans les populations normales. On va essayer de vulgariser. Juste peut-être rappeler, VPH, virus du papillome humain. Voilà, on dit que c'est responsable du cancer du col de l'utérus. Oui. On a dit aussi qu'il faut une campagne nationale Gardasil pour que nos enfants, nos jeunes filles et ensuite nos jeunes garçons soient vaccinés, donc protégés. Oui. C'est ce qu'on a fait dans les écoles au Québec. C'est là où vous dites... Ce vaccin-là n'était pas nécessaire de façon globale. Premièrement, c'est qu'il n'y avait aucune urgence au Québec pour avoir ce vaccin. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, c'est Statistique Canada qui le fait, mais si on regarde le Québec, c'est divisé par province, et qu'on regarde les causes de mortalité chez les femmes, parce qu'à l'époque, c'était seulement donné aux femmes, le cancer du col de l'utérus arrivait en 51e place. Et en 50e place, pour vous donner un peu une idée, c'était mourir d'un coup de foudre.
OK? Donc, autrement dit, on avait plus de chances de mourir frappé par la foudre au Québec que de mourir d'un cancer du col de l'utérus. Maintenant, moi, si j'étais ministre de la Santé, je me dirais, bien, OK, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de nécessité. Non. Alors, pourquoi mettre des sous là quand il y aurait beaucoup d'autres priorités en santé publique? Si on trouve, par exemple, qu'il y a un petit nombre de femmes au Québec, et on les connaît, malheureusement, ce sont des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe. Souvent, ce sont des femmes autochtones, ce sont des femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels, qui font l'usage de drogue, de tabac, etc. Donc, on sait à peu près quel groupe. Moi, si j'avais 300 millions, je le mettrais pour m'occuper de ce groupe-là. Si on se pose la question ce soir sur cette zone, c'est parce qu'il y a certains cas où il y a eu des effets secondaires indésirables, voire mortels. Et au Québec, on a quand même une particularité, encore une fois, québécoise vis-à-vis du reste du Canada, c'est qu'on a un programme d'indemnisation des victimes de la vaccination. Ce programme, on est la seule province à l'avoir. Il existe depuis 1988. Il y a eu 281 demandes d'indemnité. Mais comme vous allez l'entendre de la bouche de notre prochaine invité, c'est parfois dur de recevoir une indemnité, même lorsqu'on est persuadé, comme c'est le cas de Linda Morin, que sa fille est décédée à l'âge de 14 ans en 2008 des suites d'un vaccin. Alors, on va écouter son témoignage et je vous demande de l'accueillir chaleureusement pour en discuter avec Isabelle au centre du cercle. Linda Morin, merci beaucoup d'être là ce soir pour nous expliquer comment ça s'est passé, en fait. En décembre 2008, votre fille Annabelle est morte après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Gardasil. Vous l'avez retrouvée inconsciente dans la baignoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, elle avait eu sa première dose au mois d'octobre. Et puis, 2 semaines après, un soir, elle est sortie de sa chambre. Elle était complètement comme dans un état second. Elle ne pouvait plus parler, elle salivait et tout ça. On l'a emmenée à l'hôpital. C'est revenu. Je l'ai emmenée en salle de bain. C'est revenu avec des compresses. 47 minutes après, c'est revenu. Alors, j'ai appelé InfoSanté. Ils m'ont dit de la descendre à Sainte-Justine. On est allé à Sainte-Justine. De là, ils l'ont gardée toute la nuit. Mais le matin, j'ai demandé de faire un scan. Puis le scan était normal. Alors, on est revenu à la maison. Ils ont dit peut-être une probabilité de migraine basilaire. Moi, quand ils m'ont donné le diagnostic, là, je savais que je ne pouvais pas croire que ça pouvait être ça parce que, tu sais, moi, je l'avais vu, ma fille était vraiment dans un état second. Neurologiquement, là, elle n'était plus là. Vous étiez convaincu que c'était le Gardasil non, à ce non, moment-là? Je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'elle avait eu son vaccin, elle avait 14 ans. Donc, je n'ai pas su qu'à l'école, ils ne nous disent pas. Ils nous disent qu'ils donnent le vaccin au début de l'année, mais on n'a pas les dates de vaccination. Alors, elle était responsable, elle ne me l'a pas dit, elle ne m'en a pas parlé. Elle a eu son vaccin un matin. Puis après ça, bien, elle revenait à la maison, elle était correcte. Puis un soir, le 9 décembre, elle est partie prendre son bain. Elle avait eu sa dose le 24 novembre que je n'ai pas su. J'ai su après parce que j'ai fait des démarches. Et puis, elle n'est jamais sortie de la salle de bain. Je l'ai trouvée sous l'eau. Ça faisait une demi-heure qu'elle était dans le bain. J'ai cogné, ça n'a pas répondu. Puis quand je suis arrivée, elle était décédée. Donc, c'était à l'hôpital. Ils ont dit que c'était un arrêt cardio-respiratoire et tout. Puis, au mois de février 2009, il y avait eu une annonce dans le journal qui disait qu'il y avait eu il y a 3 filles qui avaient été hospitalisées par rapport au Gardasil en Espagne. Alors là, tout de suite, j'ai comme allumé. C'est là que vous avez fait le Là, j'ai lien. dit comme, mon Dieu, Annabelle, as-tu eu le Gardasil cette année? C'est quoi les dates? J'ai appelé à l'école et là, ils m'ont donné les dates. La première date était 15 jours avant sa première réaction et la deuxième dose, 15 jours après, elle est décédée. Donc, le vaccin, c'est comme une courbe, il agit. Donc, les 2 pics, elle a fait des réactions. Bien, plus qu'une réaction, elle est décédée. Vous êtes convaincu aujourd'hui que c'est le Gardasil qui a tué votre fille? Absolument, absolument. Il n'y a pas d'autre chose. Ma fille est en pleine santé. Il n'y a vraiment rien d'autre qui est arrivé. Elle n'a jamais été malade. Puis, tu sais, la neuroinflammation est là. Puis, il y a un expert qui a dit que l'inflammation neurologique peut être causée par un vaccin, une toxine ou un virus. Alors, les 3 sont dans le Gardasil. L'aluminium, le virus et le vaccin. Donc, je n'ai pas compris que le problème, c'est que ça prend comme 51 de doute. Tu sais, la zone grise qui n'est pas admissible dans la vaccination pour pouvoir être représentée. Et mon dilemme est là depuis 11 ans. Je ne suis pas capable de trouver un médecin qui veut me représenter à l'indemnisation ou ailleurs. Je n'ai pas été reconnue encore. Annabelle n'est pas reconnue. Il n'y a pas de littérature. C'est-à-dire qu'il y a eu une autopsie
Qui a conclu quoi exactement, Linda? Bien, qui a conclu qu'il ne pouvait pas exclure le vaccin, mais que... Ce qui est arrivé, c'est qu'Annabelle est décédée le 9 et ils ont fait l'autopsie le 17. Donc, on n'était pas dans des meilleures conditions pour faire une autopsie. Mais ils ont quand même vu l'inflammation. Mais le coroner a dit que c'était une noyade familiale, mais tu sais, elle n'était pas noyée, là. Tu peux pas noyer. Il n'y avait pas assez d'eau dans ses poumons. Il n'y avait pas assez d'eau. Même le coroner me l'avait dit qu'il n'y avait pas assez d'eau dans ses poumons là, pour être une noyade. Puis le médecin à l'hôpital me dit une fille de 14 ans ne se met pas dans un bain. Là. Le réflexe, c'est de sortir. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, Linda Morin, voyons, vous êtes dangereuse à parler comme ça? Oui, souvent. Mais moi, je réponds à ça que les gens qui veulent. Les sceptiques qui disent qu'une coïncidence, c'est pas une preuve et tout ça, là, je pense qu'ils sont pas mal plus dangereux que moi. Moi, je fais de la prévention, tandis que les autres font de l'ignorance. Alors, c'est pas mal plus dangereux pour notre société. Merci beaucoup, Linda. Bien, merci beaucoup. Donc, le gouvernement, c'est pas juste d'interdire ou d'obliger, c'est d'accompagner les gens et d'expliquer le pourquoi du comment. Et après, on pourra faire des choix, éclairer un vrai libre choix. Zone franche. Zone franche. L'idée, c'est qu'on débattait au début donc de l'obligation de la vaccination de nos enfants. Dr Weiss, vous sembliez dire, pour les enfants de 0 à un certain nombre d'années, c'est important de le faire. Cette protection de base, vous continuez de dire qu'elle est obligatoire. Elle devrait être obligatoire. Elle devrait être obligatoire, puis l'État devrait mettre des mesures en place pour justement la rendre facile et la faciliter. Souvent, lorsque les gens n'ont pas une deuxième dose, c'est parce que les parents ne peuvent pas se rendre ou parce qu'il y a des difficultés. Donc, c'est au rôle aussi de l'État de s'assurer que l'application de la vaccination soit facile au niveau des écoles. Comment on pourrait faire ça? Parce que là, on aimerait peut-être une solution d'avoir, par par exemple, des infirmières au niveau des écoles qui puissent aller donner des vaccins, expliquer, enseigner, donc ce genre de choses-là. D'avoir des horaires aussi faciles. Il ne faudrait pas être de 8 heures à 4 heures. Il y a des gens qui travaillent, il y a des familles qui peuvent, etc. Donc, les gens devraient être capables de dire, moi, j'emmène mon enfant se vacciner après mon travail, en soirée, etc. Marie-Ève, vous êtes infirmière. Moi, donc... je me dis qu'en d'autres termes, si le milieu gouvernemental serait beaucoup plus organisé, les gens seraient plus éduqués. Donc, ça ferait peut-être une contrepartie des choses. Évidemment, ça reste... un sujet, la vaccination, qui va s'éterniser tout le temps grandiosement. Sauf qu'il reste qu'il y a une conscience sociale à faire aussi. Là. Geneviève? Bien, je pense qu'on a tous découvert ce soir que c'est un sujet très émotif. Puis aussi, c'est ni noir ni blanc en ce qui me concerne. Mais par contre, je maintiens mon point que je suis fermement convaincue qu'on devrait rendre obligatoire, entre guillemets, certains vaccins fondamentaux évoqués tantôt par les médecins ici. Par contre, ça devrait s'accompagner vraiment de beaucoup d'éducation parce que le libre choix, en ce moment, on ne l'a pas. On a d'un côté des propos pro-vaccins qui sont très marqués. On a d'un autre côté des propos anti-vaccins qui sont très marqués. Puis on est perdu là-dedans, puis on est perdu dans notre émotivité de parents. On veut le meilleur pour nous aussi, pour nos enfants. Donc, ça devient difficile. Donc, le gouvernement, c'est pas juste d'interdire ou d'obliger, c'est d'accompagner les gens et d'expliquer le pourquoi du comment. Et après, on pourra faire des choix, éclairer un vrai libre choix. Pas un choix qui est comme tendu par un discours extrême d'un côté ou de l'autre. Polarisé d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est ça. On va conclure très rapidement. Donc, rapidement, vos positions. Chantal Anne, une solution peut-être? Bien, il y en a plusieurs. En fait, je pense qu'il faut faire de la vraie prévention, autant en matière d'éducation, en matière d'être capable d'identifier quels sont les individus qui pourraient potentiellement être susceptibles en termes de variations épigénétiques, etc. On doit aussi s'assurer qu'on a un terrain optimal, donc autant pour recevoir les vaccins que ne pas les recevoir, mais s'assurer qu'on a un taux de santé optimal en s'assurant de combler nos carences nutritionnelles, d'avoir une alimentation équilibrée, un bon mode de vie et toutes les bonnes choses qu'on connaît. Ne pas juste faire confiance, en fait, à la vaccination ou aux médicaments, mais s'assurer de faire notre part. Et c'est là où je vous rejoins un petit peu tout à l'heure quand vous mentionnez qu'on veut des garanties. Évidemment, comme parents, on veut que notre enfant soit en santé, mais la santé, c'est pas juste les vaccins, c'est pas juste les médicaments, ça peut faire partie d'eux, mais il faut avoir une approche beaucoup plus préventive, beaucoup plus globale. Geneviève Reil? Moi, dans mon étude, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une manufacture du consentement plutôt qu'un choix informé de la part des parents. Et donc, je pense que les parents on doit trouver des façons comme société, pas uniquement donner le plancher aux compagnies pharmaceutiques pour former nos médecins, mais donner la chance à d'autres acteurs d'ouvrir la discussion, de faire le dialogue. Et c'est pour ça qu'on voulait en discuter ce soir. Alors, merci Geneviève. Merci pour Docteur Yves cette Robert. émission.
On vit dans un paradoxe avec la vaccination. Plus un programme de prévention est efficace, plus c'est difficile de le maintenir parce qu'on prévient, on ne voit plus ce que l'on prévient. Et on perd la motivation à maintenir l'effort de vaccination. Et là, on a un projet de loi actuellement devant l'Assemblée nationale, le projet de loi 31, qui va permettre aux pharmaciens de vacciner après l'âge de 6 ans. Éventuellement, ça pourrait s'élargir. Donc, ces barrières-là devraient, et l'information, on a un gros défi de contrer la désinformation. Et existe-t-il un vaccin où on peut donner de nombreux rappels et de nombreuses informations? C'est ça le défi qui nous attend. Mais merci, et on voulait discuter, je pense qu'on l'a fait. Donc, merci à tous pour votre présence, vraiment. Merci effectivement à tous nos invités. Merci. Merci au public. Au public en studio. Si vous voulez participer à l'émission, allez sur l'adresse de Public Cible. C'est très simple. Et comme chaque semaine, on vous encourage à poursuivre la discussion animée chez vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on vous dit passez une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.